Comme je vous avais dit, la team, Emmanuel Macron a véritablement été humilié par le président chinois, considéré comme un gamin à la tête d'une grande nation comme la France. Il ne fait qu'aligner de problème en problème, de difficulté en difficulté. Le pire, c'est que le peuple français aussi aime Macron, dans la majorité, je veux dire. Parce que la France est quand même reconnue comme faisant partie des pays démocrates. Les Français ont vite fait de traiter les pays africains comme des pays où il n'y a pas la démocratie. Reconnaissons donc que comme vous êtes un pays démocrate, c'est vous qui avez décidé de garder Macron pour le second mandat. Aujourd'hui, les Français manifestent. Mais Macron, lors de sa visite avec le président chinois, vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous présenter, c'est le président chinois qui dit à Macron ce qu'il doit faire. C'est le président chinois qui donne les directives à Emmanuel Macron, tel un, un doyen qui parle à son fils. La team, regardez vous-même cette vidéo. Le président chinois qui explique à Emmanuel Macron ce qu'il devrait faire, en gros. Hein. C'est donc l'inverse est totalement hors de propos. De toute façon, la récente visite de Xi Jinping en Russie a été très claire. Ils ont dit, nous sommes les deux puissances. Non seulement nous allons nous rapprocher considérablement, mais nous sommes les deux puissances qui sont les bâtisseurs et les garants de ce nouvel ordre multipolaire international. Donc, c'est clair. Là, il explique à Macron, bon, bah, soyez un peu plus indépendant. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est très hypocrite. Tout le monde sait que l'Europe est totalement vassalisée. Tout le monde le sait. Mais il lui explique, mais enfin, essayez de faire quelque chose. Tout seul, là. Vous êtes entre les Américains et nous. Profitez-en, faites quelque chose. Donc, il l'engage à l'autonomie ou à l'indépendance, même à l'échelle européenne. Je parle même pas de la France. Donc c'est très subtil, voilà, c'est très habile. On a le sentiment que la Chine, que c'est l'année de la Chine parce que on a vu il y a très peu de temps un rapprochement historique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran scellé par le président chinois. On se dit finalement quel talent que l'Europe n'a plus. Et tout particulièrement la France. L'Europe. Non, mais la France ne veut plus jouer les médiateurs. Elle aurait pu le faire sur ce conflit. Enfin, les dirigeants français, en tout cas. Les dirigeants français, oui. Les dirigeants français actuels, mais ça fait déjà un petit moment quand même, quand on entend François Hollande expliquer à quoi a servi Minsk, si vous voulez, c'est quand même très très inquiétant sur le poids de la signature française. C'est ça. Bon. En revanche, la Chine, oui, bien sûr, est en train de prendre la place des États-Unis. C'est-à-dire, elle veut être, elle aussi, un honest broker, mais plus que ça. Dans toute l'autre partie du monde. Donc là, oui, c'est le deal, enfin c'est le rapprochement Iran-Arabie Saoudite, mais il faut savoir que ça n'a pas commencé là. Ça a commencé il y a plus de 2 ans. Et ça a commencé à l'initiative des Irakiens. Donc c'est la fin d'un processus de pourparlers, de rounds différents, etc., etc. Donc les Chinois récupèrent la chose parce qu'il y a des enjeux économiques, énergétiques importants, parce que les Saoudiens ont compris maintenant qu'ils devaient eux aussi commencer d'abord à échapper à l'instabilité, d'abord sortir de la guerre du Yémen qui ne leur rapporte rien, leur coûte cher et les empêche de se stabiliser économiquement. Sur le plan des droits de l'homme, en revanche, la communauté internationale, les embête pas trop. Hein. Mais non, mais ça, c'est le deux poids, deux mesures perpétuel. Nous avons un problème avec les Ouïghours, mais en revanche, les exécutions saoudiennes, ça pose pas vraiment de problème. Enfin, ça, si vous voulez, de toute manière, ça n'est pas comme ça qu'on peut faire de la véritable diplomatie. Les Saoudiens ont des objectifs, ils ont compris que l'instabilité régionale les desservait désormais, que l'Amérique ne les protégeait plus, et qu'il faut donc revoir tout ça. Ils savent qu'ils sont de très bons et utiles fournisseurs pour la Chine. Ils ont compris cette bascule du monde. Ils ont vraiment compris, je pense.
Donc, ils sont comme beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais aussi dans le Golfe. Hein. Ça va être la même chose avec les Émirats, ça va être la même chose même avec le Qatar. Ils ont compris qu'ils doivent trouver une légitimité propre, régionale, et pour ça, ils font le pas de côté que nous, on devrait savoir faire, si vous voulez. Voilà. Et les États-Unis, comment ont-ils vu ce rapprochement entre l'Arabie Je Saoudite pense et qu'ils ne sont l'Iran? pas contents. Je pense qu'ils ne sont pas du tout contents. Alors, ce qui est extraordinaire, j'invite vos auditeurs, moi je suis tombée dessus ce matin, à l'aube, à écouter une interview de Donald Trump, bon, qui est en fâcheuse posture interne, bien sûr, aux États-Unis. Enfin, il a l'art de transformer les fâcheuses postures en atouts, donc la messe n'est pas dite dans ce domaine. En tout cas, il s'est laissé aller à un discours qui est une dénonciation en règle de l'État profond américain, des néoconservateurs américains, de leur obsession anti-russe. Il a expliqué que la véritable menace, elle était en Amérique elle-même et elle était à l'intérieur du système américain et que c'était pas du tout la Russie. Il a même pas parlé de la Chine. Enfin, c'est très courageux, c'est très... Bon, c'est à la Trump, hein, donc ça ne s'embarrasse pas de nuances, évidemment. Mais c'est très intéressant de voir que les États-Unis commencent aussi à potentiellement pouvoir être un peu déstabilisés par leurs propres agissements, si vous voulez, sur la scène internationale. Et je pense que sur l'Ukraine, si l'Occident était intelligent et si la puissance tête de pont de l'Occident, donc l'Amérique, était intelligente, elle chercherait la paix à tout prix vite. Voilà, vite. Et à ne pas perdre la face, et je pense que ce serait encore possible. Tout est toujours possible. Mais si on continue comme ça, les Russes d'ailleurs viennent de dire qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'une médiation chinoise. Ils l'ont dit ça aussi. Aujourd'hui, là, ou hier, je ne sais plus. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure la question de cette dédollarisation qui commençait à s'accélérer, on va dire. Alors vous avez évoqué, à raison d'ailleurs, l'extraterritorialité du droit. Alors pour revenir là-dessus, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'à partir du moment où on utilise une boîte mail, Gmail par exemple, dans une transaction commerciale, on peut être attaqué par le droit américain. Et de fait, si on utilise le dollar, on peut aussi être attaqué par le droit américain. Donc c'est pour cette raison en partie que les partenaires commerciaux tentent de plus en plus à trouver des alternatives au dollar. Ce qu'on peut constater, c'est que finalement, les sanctions contre la Russie, contre l'énergie russe, eh bien tout cela a contribué à pousser tous les pays aussi à se tourner vers des monnaies alternatives. Et on voit que maintenant, il y a beaucoup d'échanges en roubles ou en yuan entre la Russie et la Chine qui ne posent aucun problème. Et là encore, les Américains, finalement, se sont tirés une balle dans le pied, quelque part. Tout à fait. Ah, mais moi, je suis convaincue que, en fait, quand on prétend avoir un ordre international assis sur des règles, mais qu'on s'arroge le rôle exclusif de celui qui définit ces règles-là, qu'on se sert de la domination évidente depuis fort longtemps du dollar dans les échanges internationaux, donc monnaie de réserve, monnaie d'échange, monnaie de tout, pour précisément commencer à édicter, à mettre en œuvre des politiques de pression et de destruction et de déstabilisation sur tout un tas d'États. C'est le cas de la Russie, mais c'est le cas de l'Iran. C'est la même chose, c'est le cas de plein de pays auxquels on dit d'un seul coup « Ah, attention, hein, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si vous ne changez pas ce gouvernant, si vous ne déposez pas ce type qui ne nous plaît pas, si vous ne nous faites pas tel ou tel marché à nos conditions, etc., on va commencer à s'intéresser au titre, puisque vous travaillez en dollars avec nous depuis toujours, et c'est le cas de presque le monde entier. On va se servir de cela pour vous dézinguer, en gros. Mais est-ce que c'est pas ce qu'ils ont un peu toujours fait? C'est-à-dire, quand on pense à la suspension d'une partie des accords de Bretton Woods avec la convertibilité du dollar en or, c'est pareil, c'était du jour au lendemain, et tant pis pour ceux qui ne l'avaient pas prévu. C'est ça, le dollar est notre monnaie, votre problème. C'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Mais aujourd'hui, il y a une alternative viable. Alors, elle commence, ça n'est pas, le yuan n'est pas encore comparable, bien sûr,
au dollar dans l'usage qui en est fait dans le monde. Mais on voit bien qu'il y a une bascule, mais c'est une bascule. Je pense que le ressentiment est très profond et le sentiment d'iniquité et de frustration, c'est insupportable pour tous ces grands pays. C'est juste insupportable. Il y a un moment où vous dites, c'est comme Swift, si vous voulez. Bien sûr. Voilà, on a interdit Swift. Maintenant, vous savez ce qui se passe en Russie. Les Russes interdisent aux banques russes d'utiliser Swift. Logique. Voilà. Donc, il commence à y avoir des boomerangs. Et moi, je sens très fort depuis 3-4 mois, en tout cas certainement depuis le discours du président Poutine de fin janvier, là, l'adresse à la nation, je ne sais plus comment il l'a appelé, je sens qu'il y a une volonté maintenant de dire ça suffit en fait. Oui, voilà, vous faites ça, ben nous on fait la même chose. Vous faites ci, ben nous aussi. Donc il y a une espèce maintenant de symétrie de réponse. Oui, de symétrie des réponses. On n'est plus dans la justification, expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Vous avez vu que notre chargé d'affaires à Moscou a été rappelé à l'ordre récemment, enfin il y a 3 jours, sur le thème arrêtez de dire que la Russie est responsable de Boutcha parce que c'est faux. Voilà, c'est faux. Donc arrêtez de nous accuser de ci, de ça, les enquêtes n'ont pas montré ça. Enfin bref, ils sont, si vous voulez, maintenant les Russes répondent coup par coup, coup par coup. Mais pas seulement que les Russes, parce que on a vu il y a quelques temps, Joe Biden a lancé son IRA, l'Inflation Reduction Act, et ça a des conséquences très lourdes pour l'économie européenne, mais aussi chinoise, puisqu'ils produisent beaucoup d'automobiles. Et aussi des électriques. Et là, aujourd'hui, Xi Jinping a dit, bon, nous, on peut faire un embargo sur les semi-conducteurs. Mais exactement. Mais exactement. Donc, on est en train, si vous voulez, cette perpétuelle, comment dirais-je, je sais pas comment on peut dire ça, enfin, cette façon perpétuelle de concevoir, tout en parlant de droits de l'homme, de démocratie, etc., de concevoir les relations internationales en mettant comme un jeu à somme des bâtons nulle, dans les roues, quoi. comme toujours un jeu très agressif, très offensif, qui vise la destruction des concurrents, des adversaires, c'est-à-dire en fait, on les transforme. Évidemment qu'on a des concurrents, des compétiteurs, des adversaires, c'est la nature du monde, mais ce ne sont pas forcément des ennemis. En fait, tout est toujours fait comme si c'était... vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux, et donc contre nous ou vous êtes avec nous. Et donc, on est toujours dans une radicalisation des postures, mais nous sommes à l'origine de cela. Et face à ça, vous avez de plus en plus... les Chinois en tête et tous les autres autour, une partie du monde qui dit mais ça ne nous intéresse pas en fait. Et pas une petite partie du monde. Une énorme partie du monde, parce que l'Ouest collectif, comme l'appellent les Russes, c'est 1,3 milliard de personnes en comptant large, hein, sur 8 milliards. Voilà, donc quand même on devrait se poser des questions. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et alors en tant que Français... cette question-là est fondamentale. Qu'est-ce que ça nous rapporte de suivre ce train fou, de continuer à... Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la sécurité européenne est en miettes, on veut que ça continue, on veut que ce soit de plus en plus grave, on veut prendre le train otanien pour maintenant aller attaquer la Chine, à Taïwan. Enfin, c'est quoi l'idée, en fait? Quelle est l'idée? Et justement, on a le sentiment, je recevais Alain Juillet il y a quelque temps, et je lui posais la question... on parlait de l'énergie notamment, et il m'expliquait que les Verts allemands avaient fait pression sur l'économie et sur la France pour démanteler peu à peu les centrales nucléaires. Bon, j'entends ce qui est sans doute vrai, mais les dirigeants français, s'ils l'ont accepté, c'est pas pour uniquement des compromis politiques avec les Verts. Il y a un moment, on se dit, mais pour qui travaillent nos élites? Et je ne sais même pas si elles travaillent forcément pour d'autres. Je pense qu'il y a une total renoncement à ce que peut être l'intérêt national, à ce que peut être l'intérêt d'une nation. C'est-à-dire, c'est l'idée même de nation qui est en panne. Non, le problème, c'est l'évolution européenne, c'est la défausse des élites européennes sur la technostructure européenne. C'est cette idée qu'à la fin, l'Europe, ça doit devenir un grand super-État.
C'est comme la défense européenne, c'est comme l'armée européenne, c'est comme la souveraineté européenne. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça n'a pas le début Tout de ça, c'est le commencement. vocabulaire de Macron. Voilà, mais ça n'a pas le début de commencement d'une réalité. Donc on vend ça au peuple pour leur dire, écoutez, laissez-vous dissoudre, parce qu'à la fin, vous allez voir comme ça va être formidable, on va être tous ensemble et tellement forts. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est une vassalisation croissante, consentie, méthodique, à laquelle nos gouvernants, ici, dans ce pays, comme dans d'autres, finalement, se laissent prendre et ils sont les instruments de cela. Mais quand on voit le déclin progressif des États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas se dire finalement le patron, j'allais dire, sera plus faible et ce serait l'occasion pour l'Europe de s'émanciper enfin? Ah mais moi je pense que oui, moi je pense qu'on doit, mais que ce soit avec un Trump ou avec un Biden, etc. Le fait qu'il y ait maintenant, en fait, il y a de nouveau deux grands pôles, mais en dessous, toutes les clientèles sont éclatées et sont beaucoup moins, comment dirais-je, dociles. Parce qu'elles ont des intérêts divers et qu'elles ne peuvent plus être alignées dans un tel contrôle, si vous voulez, de ce qu'elles font. C'est une chance extraordinaire. Donc on devrait, au lieu de taper sur les Nations Unies après les avoir aimablement bien détruites à partir de 1990-91, on devrait essayer de rétablir tous ces mécanismes, on devrait essayer de remettre en place, au lieu de dire que le Conseil de sécurité ne sert à rien, mais il ne sert à rien parce qu'évidemment il ne nous obéit plus. Évidemment. Maintenant il y a la Chine et la Russie qui n'obéissent pas. Voilà. Bon. Et qui sont assez fortes pour se le permettre. Bien sûr. Donc, mais le monde est un équilibre. Donc en fait le vrai problème, c'est... L'ONU, c'était bien jusqu'à ce que ça soit l'OTAN, quoi. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que oui, dans les années 90, ça a commencé à tomber parce que ça ne servait plus les intérêts anglo-saxons, qui étaient ceux des vainqueurs de la guerre froide, qui avaient bien l'intention justement de l'emporter, de la fameuse fin de l'histoire, c'est-à-dire de devenir et de rester hégémonique. Mais on n'a pas vu du tout sous le radar progressivement émerger la Chine. Je pense qu'on l'a pas vu émerger du tout dans les proportions qu'on voit aujourd'hui. Quant à la Russie, on a cru qu'on l'avait abattue et bien définitivement écrasé dans les années 90, et depuis 20 ans, eh ben non, c'est un démenti considérable, et c'est un démenti qui fait des émules. Moi, je pense que tout a commencé quand la Russie s'est engagée en Syrie. Voilà. Là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de plein de gens. Parce que l'opération a réussi, c'est une petite opération, petit déploiement, pas cher, truc bon. Sauf que ça a mis en panne le projet occidental en Syrie, qui était le démantèlement, qui était l'islamisme, qui était la Libye, quoi. Voilà, qui était bon. Donc là, et qui était surtout de casser la souveraineté syrienne. Or, on en est où aujourd'hui? On en est à quelques centaines de soldats américains qui sont encore là, qui cherchent à maintenir leur présence, mais qui sont en train gentiment d'être dégagés de cette zone aussi. Cette zone où ils faisaient la loi, quand même, depuis des décennies au Moyen-Orient. Comment vous voyez les mois qui viennent autour de ce conflit ukrainien, notamment? Est-ce qu'on va avoir une opération concentré sur un territoire, comme vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure? Est-ce qu'au contraire, l'Ukraine va reculer? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que militairement, je pense de toute façon que tout ce qui est... Il n'y aura pas de pourparlers tant que les Ukrainiens, et donc ceux qui les actionnent, donc les États-Unis, ne comprennent pas qu'ils ont intérêt à arrêter les frais. Et ce jour-là, vous verrez, les narratifs médiatiques vont changer. On nous expliquera que grâce à nous, l'Ukraine est sauvée, puisque la Russie voulait l'envahir en totalité, n'est-ce pas? Et qu'elle n'a perdu que donc elle n'a perdu qu'un petit bout. Mais oui, mais ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Et donc, on nous expliquera que finalement, grâce à l'Occident, on a mis un point d'arrêt
à l'offensive russe qui allait atteindre l'Europe, dévorer. Et on a même épargné beaucoup de vies civiles. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera quand on va se rendre compte que c'est perdu. Pour l'instant, on veut probablement avoir encore pas un baroud d'honneur, mais essayer une dernière fois. Un d'honneur, peut-être. Oui, mais ça, je pense que Bakhmout, c'est quand même mal parti. Mais Zaporojié, oui, affaiblir la Russie par rapport finalement à l'approvisionnement et au lien avec la Crimée en tapant du côté de Zaporojié, c'est une option intelligente. Après, il va y avoir la question d'Odessa. Parce que les Russes vont vouloir prendre Odessa. Poutine a dit certaines choses là-dessus. En même temps, ça veut dire que l'Ukraine n'a plus d'accès à la mer. Est-ce que les Américains le toléreront? Donc, je pense qu'Odessa, voilà, je ne suis pas négociateur, mais enfin, moi, je verrais bien Odessa neutre, vous voyez. Voilà, ce serait pas une mauvaise idée, je pense. Je pense que les Russes vont continuer leur guerre d'attrition, donc qui est très lente et dont on explique qu'elle est inefficace, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Ouais, mais ils n'ont pas de mort. Ils n'ont pas de mort. Quasiment pas de mort, contrairement à ce qu'on raconte. Donc eux, ils préservent leurs forces. Et ils se mettent à la hauteur de leur capacité industrielle de production dans le cadre de l'économie de guerre. Ni plus ni moins. Donc ils se mettent en situation de durée. Parce qu'ils se disent, de l'autre côté, l'OTAN va faire durer. Voilà. Donc après, une fois qu'on arrive à ce point, entre guillemets, bon, est-ce que ce sera avec ou sans Zelensky? Bon, ça, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce qu'on ne va pas trouver quelqu'un d'autre pour... Qui collera mieux aux objectifs? Oui, aux objectifs occidentaux du moment. Bien sûr. Voilà, moi je pense que malheureusement on est allé extrêmement loin dans l'escalade côté occidental pour ne pas perdre la face, et la Russie maintenant a pris le mors aux dents. Donc non seulement je pense qu'ils vont conserver le Donbass et la Crimée, mais ils vont certainement aller au-delà pour pouvoir éventuellement après reculer et faire quelques concessions. Mais derrière tout ça, la Typiquement question... Odessa. Oui, Odessa, ou même une bande qui serait une zone tampon. C'est l'intérêt de l'Ukraine et sa sécurité, c'est qu'elle soit tampon. Bien sûr. Bon, à partir du moment où on n'en fait plus un tampon, il faut qu'il y ait un petit bout, ils sont un tampon. De toute façon, il va falloir un tampon. Bon. Ou alors c'est, comme dit Trump, c'est Armageddon. C'est la fin des haricots pour tout le monde. C'est quand même peut-être un tout petit peu too much, quoi. Bon. Donc, il faut après rétablir et restructurer la sécurité européenne avec des accords, d'équilibre, des forces et donc nécessairement des vulnérabilités. C'était ça. La sécurité, elle était indivisible au terme des diverses chartes des années 90 et des accords des années 90. C'était vous n'augmentez pas votre sécurité à nos dépens. Voilà. Tout ça a commencé à être mis en pièces avec les affaires de boucliers antimissiles qui ont fait que les défenses russes n'était plus aussi opérationnel, si vous voulez, à partir du moment où il y a un bouclier antimissile. Bien sûr. Voilà. Donc les Russes maintenant ont pris l'avantage technologique dans certaines catégories d'armement, typiquement les hypersoniques, etc. Les Américains, ils essaient là, ils ont lancé encore un grand plan de réarmement. Mais avec une économie qui va mal. Avec une économie qui va mal, avec une société qui va aussi assez mal. Et bon, enfin, moi, je ne crois pas non plus que l'Empire va mourir, si vous voulez. Je pense que simplement, il n'est plus tout seul sur la planète. Voilà. Et il suffirait de trouver des moyens d'être ensemble. Alors là, je passais pour une colombe complètement naïve et stupide, mais je pense que voilà, il ne s'agit pas d'annihiler l'autre, forcément. Il a aussi le droit de vivre. Voilà. Et l'Europe aurait toute sa place à prendre, et la France aurait certainement toute sa place à prendre, parce que nous devons être, par essence, par nature, par vocation et par intérêt, nous devons être non alignés. Nous n'avons pas à nous aligner sur quiconque. Voilà, on peut avoir des dépendances, des trucs, des uns par rapport aux autres, mais ça n'est pas, on n'est pas des esclaves. Eh bien, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Non, mais il y a du boulot, je suis sûre.
Je vous remercie infiniment, Caroline Galacteros, d'être venue jusqu'à nous encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous pour commenter cette émission, éventuellement poser des questions, faire des suggestions. Je réponds toujours à vos commentaires. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air. Ça améliore l'algorithme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. En attendant, portez-vous bien.